Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 270 du podcast Jean Actuel à Matéi. Très heureux de vous retrouver. À mes côtés cette semaine, il y a Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Camille Sarabène est à la technique. Bonjour Camille. Salut. On vous rappelle que le podcast Jean Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On. Soirées tous les dimanches encore cette année. Alors sauf ce dimanche, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, mais sauf ce dimanche 16 décembre où il n'y a pas de soirée, le Hard Rock est privatisé. Voilà, donc je vous le dis, mais sinon les dimanches suivants, il y en aura. Et les soirées avec TD Actu, il y en aura 2 à la fin de la saison. Je vous donne les dates qu'on essaye de confirmer, mais a priori ce serait 8 janvier et le mardi après le Super Bowl. Donc voilà, à confirmer, mais on se reverra au Hard Rock Café. Des défenses de fer des Patriots surpris des Steelers à la peine, c'est le programme de la semaine. Les leçons de ces matchs et de tous les autres, c'est dans cette émission. Les tops et les flops aussi. Vos questions et le 2-minute warning, c'est parti en folie. Tannehill throws down the middle, caught by Stills, laterals back to Butler, or rather Parker, who flips it to Drake. He runs across the 40 of New England, angling inside to the 30, 25, 20, 15, 10. He's going to win the foot race to the end zone. The Dolphins are going to win it on the lateral, once, then twice, and Drake takes it in, and the Patriots stand stunned in disbelief. La victoire folle de New England contre Miami, on va y revenir, mais avant ça on va parler d'un autre match, c'est la rencontre entre les Chiefs et les Ravens, 27-24 pour Kansas City après prolongation. C'est assez dingue à croire, mais les 24 points à la fin du match, à la fin du temps, du temps réglementaire, c'était le plus petit total de la saison pour les Chiefs. Ils n'avaient pas marqué moins cette saison. C'était donc un gros match défensif des Ravens, même s'ils ont perdu. Le ref s'est un peu évanoui avec un fumble de Lamar Jackson à 1 minute de la fin, au moment où il avait le moyen d'aller chercher la victoire. Les Chiefs ont manqué le field goal de la gagne à la dernière seconde quand même, mais pas en prolongation. Greg, c'est dur pour les Ravens quand même ce résultat, qui signe un gros match encore une fois, même s'ils prennent 27 points. Ils contiennent plutôt bien Kansas City. Ouais, c'est un peu ce que j'allais dire. Très franchement, sur ce match-là, je pense qu'on peut légitimement avoir des regrets du côté de Baltimore. En effet, alors d'un point de vue statistique, ils n'ont pas saqué autant de fois qu'on pouvait le penser Patrick Mahomes, mais il y a eu un nombre de pressions absolument monumental, notamment de la part d'un joueur comme Matt Judon, qui a souvent vraiment mis Mahomes sur le reculoir. Alors sans doute que du côté de Kansas City, et ça s'est un petit peu plus vu que la semaine passée, l'absence de Kareem Hunt au sol a peut-être également pousser les Chiefs à jouer un peu plus aérien, et du coup sur le pass rush, Baltimore les attendait un peu plus, mais là très clairement en défense ils étaient hyper appliqués, en attaque là encore Lamar Jackson fait pas des stats énormes, mais il a vraiment été juste quand il fallait l'être, notamment en zone rouge, et c'est sûr que voilà, il y a, à mon sens, il y a peut-être une erreur sur ce match-là du côté de Baltimore, qui est en effet ce fumble de Lamar Jackson qui remet Kansas City dans le bain. Alors, techniquement, il y en a deux, parce que ça s'est un petit peu enchaîné avec on va dire l'action folle de Tyreek Hill. Mais voilà, c'est un jeu un petit peu décevant, qui n'est même pas forcément du fait du quarterback des Ravens, parce qu'il n'y a vraiment pas de pression sur ce jeu-là. Mais d'un côté, ça note quand même une force de caractère des Chiefs, mais du côté de Baltimore, en tout cas, c'est une défaite qui laisse des traces, mais qui peut en tout cas montrer que c'est une équipe qui restera à prendre au sérieux dans l'optique des playoffs. Oui, ils ont touché Patrick Mahomes 15 fois, ils l'ont saqué 3 fois, une interception comme tu l'as dit. Donc grosse pression, il a dû faire des miracles, et il y a cette passe à Tyreek Hill sur 4e et 9 qui finit par un gain de 48 yards, si je ne dis pas de bêtises. Il y a la no-look pass, enfin voilà, c'est des images qui marquent ça dans la course au MVP pour toi.
Ouais, alors si tu me demandes à moi personnellement... Tu n'es pas très course au MVP. Moi, non, si, mais je milite depuis plusieurs semaines pour que ce soit plutôt Drew Brees, qui à mon sens a été un peu plus régulier. Après, c'est sûr qu'en effet, pour un joueur qui est titulaire uniquement depuis cette saison-là, voilà, ça reste quand même des choses impressionnantes. On dira oui, des passes sans regarder, ça peut se tenter, mais en face c'est quand même la défense des Ravens dans un match où les Chiefs se baladent pas non plus. Donc voilà, c'est pas non plus des gestes totalement anodins. Et puis cette passe à destination de Tyreek Hill, alors certes CJ Mosley se trouve un petit peu sur la couverture, mais c'est pareil, c'est un lancer qu'il faut faire en étant un petit peu excentré, avec un ballon un petit peu en cloche, en étant mené de 7 points. Voilà, il y a une prise de risque et très clairement, voilà, Patrick Mahomes, s'il n'est pas MVP, peut prétendre pour moi à être au moins deuxième, voire facilement joueur offensif de la saison. Ouais, tu l'as dit, hein, c'est quand même des très grosses actions dans des gros moments du match. Donc il y a une attaque de Kansas City qui s'est arrachée. En face, Lamar Jackson est à 13 sur 24, 147 yards, 2 touchdowns, aucune interception, 71 yards au sol encore une fois. Est-ce que tu vois des progrès? C'est un peu la question à chaque fois avec Lamar Jackson. Est-ce que tu vois des progrès à la passe? Il a passé un peu plus cette semaine, même si c'est pas encore... C'est son premier match avec plusieurs touchdowns à la passe, je crois. Oui, mais alors on voit quand même que ça reste. C'est pas du jeu hyper profond non plus. On lui demande pas de balancer des bombes systématiquement. C'est du jeu hyper intermédiaire, mais là encore, on sait aussi exploiter comme il faut un Willie Snead, un Michael Crabtree, un John Brown pour permettre à cette attaque des Ravens d'avancer. Même au niveau du jeu au sol, on s'attardait un petit peu plus sur Gus Edwards ces dernières semaines, mais on a vu par exemple qu'un Kenneth Dixon était capable de prendre le relais. Il me semble que Ty Montgomery la semaine dernière était pas mauvais non plus. Donc voilà, on s'appuie avec on dira l'ensemble du roster pour pas mettre trop de pression sur Lamar Jackson. On continue d'exploiter un petit peu plus son jeu au sol parce qu'il me semble qu'il court autant qu'il complète 2 passes sur ce match-là. Donc voilà, ça reste très équilibré et comme je te le disais, voilà, c'est sûr que ce qui est notable très clairement sur ce match-là, c'est aussi que hormis son fumble qui est pas forcément de son fait, il a été relativement précieux dans les moments chauds et ça peut être de bonne augure pour la suite pour Baltimore. Et pour répondre à ta question, parce que je bottais un petit peu en touche ces dernières semaines, là il a un match où on peut clairement dire on peut le garder en tant que titulaire à la place de Joe Flacco. Voilà, on est d'accord, on est enfin d'accord. S'il gagnait ce match-là, Lamar Jackson, s'il sortait le drive, par exemple, à la place du fumble, s'il avait sorti un drive de la victoire, Joe Flacco pouvait prendre sa retraite. Hein. Donc c'était terminé s'il gagnait ce match. Chez les Chiefs, une des satisfactions, c'est la défense avec Chris Jones, au moins un sac dans les 9 derniers matchs à la suite. Il y a ce fumble, donc la défense est quand même encore opportuniste pour finir le match. On va retenir ça dans l'optique des playoffs. Ils sont en playoffs pour la 4e année de suite et Travis Kelce est le premier tight end de l'histoire avec 2 saisons de suite à plus de 80 réceptions et milliards. Ouais, c'est costaud. Après, il faudra surveiller. J'ai vu que justement sur son action de 48 yards, Tyreek Hill se blesse au talon. Oui, il a mal Sammy au Watkins pied, ouais. a quelques petits pépins physiques aussi. La signature de Kelvin Benjamin n'est pas inintéressante en ce sens-là parce que voilà, après avoir perdu Kareem Hunt, s'il commence à avoir des pépins sur le jeu aérien, ça peut être compliqué pour la suite. Clairement, Tyreek Hill est hyper précieux, donc sa blessure va être à surveiller. Bears 15, Rams 6. Est-ce que les Bears sont la meilleure défense de la NFL? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Là, en tout cas, ils l'ont encore démontré. Nouvelle menace qui vient d'absolument partout. 4 interceptions, il me semble, de Jared Goff par 4 joueurs différents. Donc, oui. Vas-y. Ils sont à 25 interceptions au total. C'est le premier total de NFL. Et c'est très loin devant, en fait, parce que les deuxièmes, c'est Miami avec 19 interceptions. Donc, ils ont 6 interceptions de plus que n'importe quelle équipe en NFL à l'heure actuelle. Et ils ont 2 joueurs dans le top 5 des interceptions, donc Kyle Fuller qui est co-leader avec Xavier Howard. Ouais. C'est ça, que Fuller est à 7. Et au niveau des sacs, ils ont 40 sacs, 4e en NFL. Donc là, oui, clairement, on a du très haut niveau. Les Rams ont été limités à la pire soirée offensive de l'Air Sean McVay. Alors l'Air Sean McVay, c'est depuis l'an dernier, hein, ça fait impressionnant dit comme ça. 214 yards, 4 interceptions pour Jared Goff, 28 yards pour Todd Gurley, c'est son pire match depuis 2015. Comment les Bears ont fait pour stopper tout le monde en fait chez les Rams? Alors, écoute, il me semble avoir aperçu que Sean McVay avait fait son mea culpa après le match et je pense en effet qu'il y a un gros souci de play call sur cette partie-là. Je pense que
Alors, je vais pas t'apprendre une nouvelle. J'étais déjà très sceptique sur la prestation de Jared Goff la semaine dernière à Détroit, malgré la victoire de Los Angeles. Voilà, c'était ma question je te prends un peu de cours, mais je pense que c'est un problème global et deux soucis qui sont un petit peu liés. Mais voilà, il y avait un mauvais match de Goff à Détroit. Là, très clairement, à Chicago, il a encore été pris sous la tenaille avec notamment une ligne offensive qui a clairement été débordée. Et puis en plus, il y a eu quelques petits pépins physiques avec la sortie momentanée de Roger Saffold, etc. Donc, très clairement, tout n'était pas au beau fixe dans cette attaque de Los Angeles. Et puis, on a peut-être un Sean McVay qui... Alors, peut-être du fait de ne pas vouloir perdre son quarterback justement après 2 rencontres un petit peu compliquées, a peut-être essayé de s'acharner un peu plus sur le jeu au sol. Todd Gurley est sollicité que 11 fois sur ce match-là, ce qui peut expliquer également en partie ses stats relativement minces, en plus face à un des meilleurs run-stop de la ligue. C'est ce que j'allais dire, il commence très très mal, il a que 6 yards en 6 courses, donc derrière ils abandonnent un peu le jeu au sol. Voilà, il y a aussi de ça, je pense, et bon, c'est aussi là-dessus, voilà, peut-être que Sean McVay va se dire, bon, on va peut-être revenir un petit peu aux fondamentaux, c'est un peu plus sur le jeu au sol, mettre moins de pression tout simplement sur Jared Goff maintenant que la place en play-off est assurée et le garder un petit peu au chaud, comme avait pu faire les Eagles l'année dernière avec Nick Foles en fin de saison régulière, même si le contexte n'était pas exactement le même. Mais voilà, lui aérer un petit peu l'esprit, on dira, d'ici le mois de janvier, en espérant que voilà, lors de la phase finale, il puisse vraiment revenir au niveau qui était le sien en début de saison. Mais ce que tu me dis là, c'est ce qu'il va devoir faire, parce que c'est pas vraiment ce qu'il a fait. Il doit lancer 44 ballons sur ce match, donc il n'a pas vraiment enlevé de la pression. Je pense que dans les déclarations de Sean McVay, c'est peut-être ce qui va être à surveiller. Voilà, le remettre en confiance petit à petit, s'axer un petit peu plus sur sa star offensive qu'est Todd Gurley. Et voilà, justement, éviter de mettre un petit peu plus de pression sur son quarterback qui reste relativement jeune. C'est que sa 3e année dans la ligue en l'occurrence. Et ça s'était pas mal enflammé sur Jared Goff après le bon début de saison. Mais en fait, si on regarde les 8 derniers matchs, il est à 90.4 d'évaluation. Il est 20e en NFL parmi les quarterbacks. Donc il y a eu clairement un très gros début de saison et derrière c'est descendu un petit peu et les stats générales sont un peu en trompe-l'œil quoi. Quand certains l'annonçaient proche de la course au MVP, etc. Finalement, comme tu le disais, ça reste quand même Todd Gurley le moteur de cette attaque et Jared Goff doit capitaliser là-dessus, on va dire, sans être au niveau de certains quarterbacks qui doivent vraiment avoir besoin du jeu au sol, mais voilà, il n'est pas encore prêt à prendre les rênes tout seul quoi. Non, après, il est pas aidé parce que je trouve que la ligne offensive baisse quand même un peu de rythme. On sait qu'il a aussi perdu Cooper Kupp pour la saison, donc voilà, ça retire une cible également. Après, c'est vrai qu'il y a des erreurs, je pense à l'interception justement de Kyle Fuller qui est quand même un peu grossière. Voilà, on parle souvent de la question de QB de système. Alors, on le dit, on le répète, c'est pas critiquer les joueurs, mais il y a des joueurs qui peuvent être mis dans les meilleures conditions. Après, il faut qu'ils soient capables de modifier le système. Là, sur ce type d'action-là, on voit que Jared Goff, il reste sur une première fenêtre et malgré le temps qu'il a dans la poche, il reste fixé sur cette fenêtre-là et ça lui est préjudiciable. Donc, il y a peut-être aussi cet apprentissage-là, travailler un petit peu le QI foot, entre guillemets, être capable de changer son fusil d'épaule si le besoin s'en fait sentir et ça va être un élément à surveiller du côté des Rams. Du côté des Bears, il y a 194 yards au sol. Eux, pour le coup, ils ont vraiment trouvé leur gagne-pain. Ils ont profité du fait que la défense des Rams est 22e contre la course. Ça aussi, ce sera quand même un point faible à surveiller dans la fin de saison pour les Rams, parce que se faire marcher dessus en play-off, c'est jamais bon. Du côté de Chicago, comment on fait pour gagner avec Mitchell Trubisky ? Il est à 16 sur 30, 110 yards, un touchdown, 3 interceptions. Ça va être que ça, quoi. Faut pilonner au sol, comme fait Seattle. C'est ça, si je te dis que du côté des Rams, faut revenir au basique, je pense que du côté de Chicago, faut miser là-dessus. Après, c'était son match de reprise, c'est ça, Trubisky ? Oui. Il n'avait pas joué depuis ? Ouais, c'était hier. Ça excuse pas tout. C'est vrai qu'il y a des lancers qui sont un petit peu... il y a des interceptions qui restent également un petit peu grossières. Après, autant la défense des Rams, tu le disais, sur run-stop n'a pas été terrible, autant que sur le jeu à la passe, je l'ai trouvé un petit peu meilleur. Mais voilà, de toute façon, on ne découvre pas que si Chicago va en play-off, il ne faudra clairement pas mettre trop de pression sur Mitch Trubisky. Il faudra limiter au maximum ses erreurs et espérer que voilà, il prenne feu éventuellement sur un match, j'allais dire ou deux, mais au moins un match pour permettre à Chicago d'avancer de manière significative ou en tout cas de franchir un palier en play-off. C'est Rex Grossman à nouveau. Mon Dieu, j'ai l'impression d'être revenu en 2008. Il est meilleur que Grossman quand même. C'est vrai. Puis il a plus de marge de progression à l'heure actuelle quand même. Oui. Raiders 24, Steelers 21. Gros raté des Steelers ou bon match des Raiders ? Oula, un peu des deux, j'ai envie de te dire. C'est toujours la réponse à cette question, vous êtes normand. Alors
Le souci, en fait, le dénominateur commun souvent à ces questions-là, c'est les Steelers qui peuvent montrer absolument tout sur un match. On l'avait vu à Denver où ils semblaient bien démarrer et puis s'écrouler un peu. On l'avait vu contre les Chargers. Et là, ils nous ont fait un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un match où, sans être extraordinaire en première mi-temps avec Roethlisberger, il rentre à la pause à 14-10. Et puis, alors, je ne sais pas si c'est la blessure de Big Ben qui a reconditionné un petit peu tout ça. Mais alors, ils ont commencé à faire une bouillie de football au retour des vestiaires avec un Joshua Dobbs qui était à côté de ses pompes. Un jeu au sol qui a peut-être été également tributaire de l'absence de James Conner. Et défensivement, ça fait quand même plusieurs matchs où on voit qu'il y a des choix très curieux de la part de Keith Butler. Et voilà. Et sur ce match-là, même si la ligne offensive d'Oakland n'est pas parfaite, et Derek Carr, voilà, il arrive à trouver ses cibles avec encore un Jared Cook qui est précieux, un Marcel Hitman qui va récupérer quelques catchs importants quand il faut les faire. Et voilà, Oakland, sans être extraordinaire, a été opportuniste. Et il a fallu que Pittsburgh remette un peu Roethlisberger en catastrophe au moment où les Raiders ont repris l'avantage. Et on sent pas vraiment de la confiance de la part de ce coaching staff. On l'avait déjà souligné l'année dernière avec Mike Tomlin. Et pour moi, si les Steelers font pas de playoff à la fin de la saison, à mon avis, le head coach de Pittsburgh va être très très sérieusement sur la sellette. Ah ouais. Je sais pas si on en est là, mais je partage ton analyse sur le fait qu'en effet la défense quand même finit pas le match. L'attaque est sur courant alternatif, mais qu'il y a des circonstances de match. Voilà, il y a la blessure de Conner, il y a la blessure de Roethlisberger. Il joue clairement en mode allez, si Dobbs nous le fait gagner, on continue et puis tant mieux. Et puis en fait non, ça marche pas, donc on fait revenir Roethlisberger. Bon, ça c'est un peu compliqué en attaque, mais clairement la défense finit pas forcément bien. Et par contre, je veux quand même souligner que j'ai vu un bon match des Raiders. Je trouve que Derek Carr a mené son équipe au touchdown 2 fois dans le dernier quart. Il a fait briller des joueurs qui sont quand même pas forcément des grands noms, et c'est quand même ce pourquoi on loue certains quarterbacks à la Drew Brees, etc. Là, Derek Carr, il fait quand même du taf depuis quelques semaines. Là, il a 322 yards de touchdown. Donc j'avais envie de saluer ça en défense. Tahir Whitehead, qu'ils ont signé pendant l'intersaison, fait du gros boulot aussi. Alors ils ont perdu Khalil Mack, c'est pas Khalil Mack, mais Tahir Whitehead fait du boulot. Donc j'ai vu un bon match des Raiders quand même. Moi j'étais content de le mettre là-dedans. C'est pas que les Steelers qui se sont écroulés. Voilà, encore une fois il y a des circonstances, mais ils ont su saisir leur chance. Derek Carr a quand même signé quelques très belles passes et il va chercher cette victoire. Donc il y a des motifs d'espoir. Encore une fois, tu parlais, il y a bouillie de football à Pittsburgh, il y a bouillie de gestion à Auckland. On sait pas trop ce qu'ils veulent faire, mais il y a des motifs d'espoir. Donc ça peut être pas mal. Je suis d'accord avec toi. Après, ça va dans la lignée de ce qu'ils ont proposé contre Kansas City, parce que oui. ils prennent pas 30 points d'écart contre les Chiefs. Et je peux mettre en avant l'absence de Conner du côté de Pittsburgh. En l'occurrence, ils n'ont pas de vrai running back à l'heure actuelle du côté de ce backfield offensif d'Oakland. Donc voilà, Derek Carr, il a mis le bleu de chauve quand il fallait le mettre, mais il a aussi, c'est bien aussi de le signaler, profiter d'une passivité défensive et notamment d'assignation très curieuse de Butler dans les moments chauds de cette partie. Pour les Steelers, la suite c'est Patriots, Saints, Bengals. C'est quand même chaud maintenant pour la course au playoff. Alors ils sont toujours devant, mais ça va commencer à être chaud. Heureusement pour eux que les Ravens ne sont pas battus les Chiefs, parce que sinon ça revenait à égalité, non? Si je dis pas de bêtises. Il y a ce match nul, donc ils passaient ou devant ou ils étaient derrière. Ouais, j'ai un trou. S'ils gagnaient, ils passaient devant les Steelers. Oui, c'est ça, voilà, on est d'accord. Donc ils ont eu du bol que Baltimore s'en sorte pas, mais du coup ça va être serré cette fin de saison. Dolphins 34, Patriots 33, vous l'avez entendu dans le jingle, latéral de 69 yards, plus longue action pour gagner un match avec le chrono à 0 depuis 1970 et la fusion NFL-AFL. Est-ce que les Patriots ont fait une erreur en mettant une formation contre une passe Ave Maria si loin, puisqu'on rappelle, ils étaient sur leurs 31 yards, les Dolphins, avec Rob Gronkowski qui se retrouve sur la photo souvenir du touchdown, parce qu'il jouait safety. Est-ce qu'il y a erreur tactique de New England? Je peux difficilement te dire non, vu ce qui s'est passé. Maintenant, je sais pas, c'est compliqué, il reste 7 secondes à jouer. En fait, c'est pas vraiment la formation initiale moi qui me dérange, c'est qu'il y a quand même une forme de passivité. On sent pas vraiment une agressivité agressivité défensive de la part des joueurs qui sont autour du porteur du ballon, et c'est peut-être ça qui me dérange plus en l'occurrence. Mais personne n'y croit en fait sur ces actions. C'est quand même dingue comme elles sont traitées, parce que les latérales, comme tu dis, sont traitées mais souvent avec une sorte de forme de passivité. Donc au bout d'un moment, le ballon il va tomber ou le mec va se faire un peu plaquer. Et je te dis ça parce que c'était apparent même dans le commentaire. Je sais pas si tu l'as vu en direct, mais le commentaire ricain,
il y a la première passe de Tannehill, alors je crois que c'est Stills qui capte le premier ballon, qui fait une latérale, et le commentateur, très calmement, dit « Ah, le match va s'arrêter là-dessus », et après il fait « Ah bah non, finalement il y a une deuxième passe, ah bah non, finalement ça va aller tout droit ». Donc il y avait une sorte de truc un peu dans l'air comme ça, de « Oh bon, non ». Mais c'était assez bizarre. Voilà. Ouais, non, mais on est d'accord. Après, mais ce qui est flagrant, c'est qu'on en a vu des touchdowns inscrits sur des passes latérales, etc., etc. Mais généralement, il faut beaucoup de passes latérales quand même pour mettre ton adversaire, pour prendre ton adversaire à défaut. Là, il y en a un qui récupère le ballon, il en élimine 2 d'un coup, il fait une passe latérale et Drake l'émit qui va tout droit. À un moment donné, je veux dire, c'est quand même pas hyper sérieux, quoi. Donc, c'est le slalom de Drake, qui est impressionnant. Et c'est encore plus symptomatique quand ça vient des Patriots, qui est dans une équipe où quand même la discipline, je pense que c'est le leitmotiv de Belichick, se retrouver comme ça. Alors oui, voilà, et en plus, c'est sûr que ça entache un peu le match de Gronkowski qui offensivement a été bon. En plus, là, malheureusement, ce qu'on retient aussi, c'est que physiquement, ça reste le Gronk d'aujourd'hui et que sur 1 ou 2 appuis un petit peu particuliers, il est capable de se remettre sur les fesses. Donc c'est un peu dommage parce que sur ce match-là, New England n'a pas été parfait des 2 côtés du ballon. Mais s'ils gagnent, et ils étaient en bonne position pour le faire, il n'y a pas non plus scandale. Ouais, non, mais clairement, c'est dommage, comme tu dis, parce qu'il fait un bon match en plus offensivement. On va en reparler juste après, mais je voulais commencer par les Dolphins, qui trouvent quand même un moyen de s'en sortir en jouant un match plutôt moyen. On va pas se mentir. Et dans les faits, ils sont dominants en défense. Ryan Tannehill est sous pression, il prend 4 sacs. C'est le jeu au sol qui les maintient en vie pendant un moment, parce que c'est journée porte ouverte à ce niveau-là du côté de New England. Et en plus, c'est un match très bizarre. Il a été très animé au début avec 7 touchdowns en première mi-temps et 2 après la pause, aucun pour les Patriots. Donc faut saluer aussi la défense de Miami pour les ajustements. Ils sont allés le chercher, ce match-là. Mais c'est quand même une victoire très Dolphins, j'ai envie de dire, de cette année, quoi. À l'image de leur saison, c'est ça. Tu regardes et tu te dis « Ah mince, ils sont à 7-6 quand même. Ouais. Ils sont encore en course pour les playoffs. » Oui, en effet. D'une semaine à l'autre, ils peuvent se prendre une rouste à New England, perdre à Green Bay ou quoi, mais ils sont aussi capables de battre Buffalo, de battre Tennessee en ouverture. Enfin, voilà, d'aller chercher des succès qui leur permettent malgré tout, même si l'attaque est un peu cafouillante. Alors là, en l'occurrence, sur ce match-là, c'est sûr que Tannehill, il avait beaucoup été mis sous pression, mais il a une fiche de stats qui reste quand même assez correcte. Il n'a pas non plus totalement déjoué au niveau de cette attaque de Miami. Tu le disais, il a bien été appuyé par un bon jeu au sol. Et bon, les Dolphins ont été hyper opportunistes comme depuis le début de la saison. Ils ont pris ce qu'il y avait à prendre. Et malheureusement pour New England, sur ce match-là, on leur a beaucoup trop donné. Avec quand une attaque est aussi irrégulière sur l'ensemble d'un match et te met quand même 34 points, c'est qu'il y a quand même des questions à se poser, quoi. Et comme donc on le disait juste avant, c'était quand même un match plutôt positif. Si tu enlèves la dernière action pour New England, s'ils le gagnaient, l'histoire, ça aurait été, ils ont quand même retrouvé une attaque plus conforme à leur standard dans les airs. Tom Brady a 3 touchdowns, 358 yards. Gronkowski a 8 réceptions pour 107 yards et un touchdown. Julian Edelman a 9 réceptions. Josh Gordon a 96 yards. Donc tout ça, c'était positif avant le drame, j'ai envie de dire. Alors, c'était positif, peut-être à l'exception de Stephen Gostkowski, qui s'est un petit peu loupé au niveau du jeu au pied. Et puis... On parle de la gestion en fin de match. Déjà, la gestion juste avant la pause, ça aussi, ça ressemble pas à la gestion made in Belichick, quoi. C'est-à-dire que tu craches au moins sur 3 points avec ce sac de Robert Quinn. Enfin, cette gestion des temps morts qui était absolument désastreuse. Et voilà, et tu te retrouves avec 3 points qui au final te coûtent cher en fin de rencontre. Donc il y a aussi ça qui est à prendre en compte. Malheureusement, que ce soit au niveau des équipes spéciales ou du coaching staff en règle générale. Alors je te rejoins, mais le run stop, t'en as parlé tout à l'heure, mais malheureusement on le découvre pas. Mais c'est sûr que les équipes spéciales, paradoxalement, il y a ces coups de pied bloqués par McClellan, mais il y a aussi ces coups de pied manqués par Gostkowski. Donc voilà, ça s'atténue un petit peu. Mais le coaching staff, c'est pas normal, et je doute que Belichick se contente de ce genre de copie sur plusieurs matchs de suite, dont le week-end prochain du côté de Pittsburgh. Ouais, clairement c'était. Et il faut rajouter quand même que le Brady a aussi sa part sur les 3 points vendangés avant la mi-temps, parce que on rappelle pour ceux qui l'ont pas vu, il est sur 3e tentative et plutôt que de se débarrasser du ballon, il prend un sac, ils avaient plus de temps mort, donc pas possibilité d'arrêter le chrono tourne fin de la mi-temps et ils peuvent pas frapper un field goal, donc en effet 3 points perdus. Voilà, donc drôle de match en tout cas, mais un miracle comme la NFL sait en servir de temps en temps pour Miami qui reste du coup en course pour les playoffs.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Quand vous voulez, je vous prends sur Guitar Hero sur ce morceau. Voilà, j'annonce. J'annonce. Greg, attention, l'heure est grave. Live from Studio 3C in Rockefeller Center, this is Today in New York. Breaking news, sortez les bandeaux. Pile au moment où on enregistre, John DeFilippo est viré et ça tombe bien parce qu'on allait parler de Seahawks Vikings. Seahawks 21, Vikings 7. John DeFilippo, coordinateur offensif de Minnesota, est viré juste à l'instant où on parle info NFL Network. Un touchdown dans le garbage time hier pour Minnesota. Juste à la fin, le match était déjà joué. On va évacuer ça tout de suite. Y a-t-il un problème Kirk Cousins? Ou bien était-ce un problème John DeFilippo et il est viré? Problème Kirk Cousins, je suis pas sûr parce que la connexion avec ses receveurs arrivait à se faire globalement, mais c'est sûr qu'en l'occurrence, on n'a jamais été capable du côté du coordinateur offensif des Vikings d'installer un rythme, une forme d'alternance suffisante, notamment avec le jeu au sol, la ligne offensive en règle générale, qui était quand même assez satisfaisante l'année dernière sous les ordres de Pat Shurmur. A pas été bouleversée plus que ça pendant l'intersaison et pourtant elle n'a pas été capable de donner suffisamment de temps à son quarterback ni d'ouvrir suffisamment de brèches à son coureur. Donc voilà, à un moment donné, Mike Zimmer était un petit peu dos au mur par rapport à cette situation où la défense hier a quand même été énorme du côté de Minnesota. Et s'est retrouvé avec une attaque qu'il a clairement abandonnée. Tu parlais du touchdown au niveau du garbage time. Je suis même pas sûr qu'il soit valable, sachant que Cousins passe la ligne de scrimmage. Oui, on est d'accord. Oui, merci. en plus, voilà, on a fait comme si on n'avait rien vu, mais bon, voilà quoi. Mais bon, il faudra voir éventuellement qui va le remplacer. Je pense que je miserais bien sur le coach des QB, Kevin Stefanski. Mais il faut clairement trouver des solutions, sachant que Minnesota est toujours qualifié à l'heure actuelle en play-off, mais il n'a qu'une demi-victoire sur Carolina et d'autres équipes derrière, donc il va falloir faire attention, et là il n'y a plus de droit à l'erreur pour les Vikings. Je posais la question Cousins pour évacuer toutes les vannes qu'il prend depuis une quinzaine d'heures au moment où on se parle sur Twitter, etc. À base de... En effet, il a un bilan qui est assez hallucinant de 4 victoires pour 19 défaites contre les équipes à plus de 50% de victoires. Il est très mauvais en prime time aussi. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il ait progressé. Il a probablement atteint son plafond, ça c'est sûr. Et il y a un truc qui est décevant. En effet, on attendait cette équipe de Minnesota beaucoup plus dominante sur la saison. Après, on va voir ce que ça donne du coup avec le nouveau coordinateur offensif. C'est un nouveau paramètre qui vient de s'ajouter à l'instant. Donc ce sera à surveiller dans les jours à venir du côté de Minnesota. Après, tu l'as dit, la défense, elle a fait du taf sur ce match-là. Seattle, eux, le plan de jeu, il est très très simple. Hein. Course, défense, course, défense. Et ils le font bien. Je crois qu'ils ont couru 2 fois plus qu'ils ont passé, si je dis pas de bêtises. J'ai pas la stat devant les yeux. Ça m'étonnerait pas, j'ai pas les stats en détail non plus, mais oui, ça ressemble un petit peu à ça. Alors je sais pas si c'était vraiment je sais pas si c'était le plan de jeu initial, mais en tout cas on a vu un Russell Wilson qui à mon sens a un petit peu souffert en début de match. C'est peut-être un petit peu plus réfugié dans la course et derrière, une fois que Carson et Penny se sont mis en route du côté du run-stop de Minnesota, ça a été très très compliqué de suivre. Après voilà, c'est sûr que cette défense des Seahawks, elle a vraiment été hyper impressionnante à maintenir Seattle dans le coup pendant longtemps. Enfin, je sais pas pendant combien de temps on est resté à 3-0 voire 6-0 pour les Seahawks. Il y a 6-0 à la mi-temps, même à l'entame du 3e quart, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est resté verrouillé un long moment, clairement. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, parce que Camille du coup me faisait les commentaires en off, mais oui, c'est vrai que voilà, il y a aussi ce field goal bloqué. Je crois que c'est Bobby Wagner qui doit le bloquer, ce coup de pied de Dan Bailey. Donc voilà, ça aussi, ça a contribué à mettre cette défense encore plus en confiance. Et puis derrière, voilà, tout s'est enchaîné. Il y a ce touchdown pour les Seahawks, ce pick six non, c'est pas un pick six d'ailleurs, c'est un fumble recouvert, il me semble, de Justin Coleman.
Donc, très clairement, sur ce match-là, la défense des Seahawks, sans qu'il y ait forcément de grosses vedettes, on dira, là encore, la menace venait d'un petit peu partout, mais ils ont réussi à bien contenir ce jeu des Vikings, notamment les menaces aériennes, ce qui n'était pas gagné. Et c'est de bon augure pour la suite, parce que très clairement, Seattle a fait un gros pas vers les playoffs avec cette victoire. Et avec une efficacité comme celle-là des deux côtés du ballon, c'est pas une équipe qui sera bon à prendre au mois de janvier. Et puis encore une fois, la défense est quand même impressionnante au sens où autant Baltimore et Chicago, on s'y attendait un petit peu, autant Seattle, c'est quand même très très fort. Bobby Wagner peut-être montre qu'il était encore plus important que... C'était pas la star des grandes défenses du titre et du Super Bowl, mais il était quand même vital. Et on le voit maintenant, c'est devenu le leader, quoi. Donc ça fait plaisir aussi à voir la passation de pouvoir. Cowboys 29, Eagles 23. Les Eagles se sont réveillés en deuxième mi-temps après avoir marqué 0 points dans la première. Mais 3 touchdowns d'Amari Cooper, dont le dernier en prolongation, ont donné la victoire aux Cowboys. J'ai l'impression que ça a confirmé tout ce qu'on a dit en preview pour une fois. Dallas dans son identité de jeu, c'est-à-dire défense, Prescott clutch, Elliott à 113 yards, Cooper pour apporter la petite cerise. Et les Eagles, par contre, par à coup avec un match compliqué. Pas une mauvaise première mi-temps. Carson Wentz est à 48 yards en première mi-temps, 228 au final. C'est un match, j'ai trouvé, pour une fois, non, ça nous arrive quand même, j'espère souvent. Mais en tout cas, on était en plein dedans dans la preview, quoi. Dallas était dans ce qu'ils savent faire et ils ont gagné comme ça. Ouais, alors à mon sens, Dallas s'est quand même fait un petit peu peur, parce que comme tu le disais, c'est sûr que les Eagles, en n'étant pas hyper clinquants offensivement, ont quand même failli s'imposer sur ce match-là, malgré quelques erreurs du côté de Dallas. Il y a là aussi une défense des Cowboys assez impressionnante. Alors qu'ils arrivent à contenir le jeu au sol de Philadelphie, c'est pas une immense surprise parce que malgré la bonne prestation de Josh Adams la semaine dernière, on sait que le jeu au sol des Eagles cette année va être très clairement en difficulté. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant du côté de Ron Marinelli et Chris Richards, c'est cette faculté notamment à bien utiliser Byron Jones dans le backfield défensif pour mettre en difficulté Zach Ertz. On l'a vu plus d'une fois être un petit peu en spice, si je peux parler ainsi, sur le tight end des Eagles, et avec un Zach Ertz un petit peu mieux muselé, forcément Carson Wentz est un peu plus en difficulté. On s'est beaucoup attardé en tout cas sur le trade, savoir si Dallas était gagnant pour Amari Cooper. Et j'ai la sensation en tout cas que les Eagles sont pas vraiment gagnants sur le trade qui concerne Golden Tate, et à ce rythme-là, sachant que Tate est free agent à la fin de l'année, il faudrait faire attention à ce que ce soit pas un troisième tour de draft qui soit bazardé pour les champions en titre. Il n'y a pas une histoire de choix compensatoire s'il part et que du coup ça limite le risque. Je veux pas te dire de bêtises, je vais pas me lancer dans des hypothèses, mais je te fais confiance si je suis pas le meilleur GM. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr qu'offensivement, voilà, ils ont bien maîtrisé un des facteurs importants de cette attaque de Philadelphie, et ça a fait dérailler pas mal de choses, et ça leur a permis en tout cas de rester dans le coup pour aller chercher cette victoire après en prolongation. Bon, on l'a dit, un drôle de match, 6 points en première mi-temps, mais 31 dans le quatrième quart. Donc ça a été quand même assez agité. Est-ce qu'on dit déjà bye-bye aux Eagles, rendez-vous la saison prochaine? Ils sont un petit peu comme les autres, hein. Ils sont à une demi-victoire de Minnesota, donc même s'ils ont perdu la confrontation directe avec les Vikings, ils sont... Et ils jouent Rams et Texans. Ils jouent Rams et Texans quand même sur ce qui reste. Ouais, alors les Rams, faut voir, mais alors, les Texans à domicile, c'est pas injouable non plus, surtout si les Texans ont déjà validé le titre de division, et puis ils jouent Washington en dernière journée, quand on voit l'état actuel des Redskins. Il y a peut-être possibilité d'avoir au moins 8 victoires, et puis après éventuellement sur les tiebreakers, voilà, on va dire que ils sont encore vivants. Allez, ils sont encore vivants. Les Cowboys peuvent être en playoff dès la semaine prochaine s'ils battent les Colts. C'est allé vite quand même pour Dallas, parce qu'en 5 semaines ils ont complètement tourné et ils pourraient être en playoff avant même le dernier match de la saison, même 2 semaines avant la fin de la saison. Donc c'est leur 5e victoire de suite, hein, c'est ça? C'est ça. Donc c'était pas forcément une qualification qu'on attendait si rapide. Bon, après l'écroulement des Redskins aide bien, et justement on va en parler. Les Redskins 16 points, les Giants 40, massacre total. Saquon Barkley s'est baladé. Alors j'en parle d'habitude, j'aurais pu en parler en fin normalement parce qu'on fait les matchs avec moins d'enjeux à la fin, mais là j'enchaînais sur la même division. 170 yards au sol pour Saquon Barkley, 34-0 à la pause. La ligne va mieux, tout va mieux à New York, même sans Odell Beckham ils ont gagné. Juste un mot sur Saquon Barkley, on est d'accord, ça y est, les Giants ont trouvé leur Todd Gurley, leur Ezekiel Elliott sur l'impact, je parle.
pas sur le rôle, sur l'impact. Là, très clairement, oui. C'est bon. Du coup, du côté de Washington, ça a été un peu la débandade, mais là, c'est clair que Saquon Barkley a bien symbolisé cette balade offensive des Giants. Voilà, avec quasiment tout qui a souri. Ils ont mené jusqu'à 40-0, je crois. Oui, 41-0, je crois même. 40-0, oui, non, c'est ça. Il y avait 40-0 et les Redskins sauvent l'honneur à la fin. Les Redskins, d'ailleurs, alors mathématiquement, ils sont encore dedans. Mais là, on est d'accord que c'est l'équipe qui fait quand même le plus de peine à voir depuis 2 semaines avec un Mark Sanchez qui a été encore une fois humilié. C'est un peu son job en NFL. Oui, puis maintenant, on connaît. T'as bien fait rire Camille, en tout cas. Pourquoi? Non, sur l'humiliation de Mark Sanchez, apparemment, ça lui a plu. Mais non, voilà. Mais après, le plan de jeu, on le connaît du côté de Washington. On sait que la ligne offensive, elle est décimée, qu'il faut arrêter Adrian Peterson, ou en tout cas le coureur le plus chaud, on dira, du jour. Et puis après, c'est fini, quoi. Et puis là, il y a encore un pick six, il me semble, à l'instar de ce qu'ils ont fait contre Chicago avec Curtis Riley. C'est comme ça qu'ils ouvrent le score. Voilà, donc la défense va mieux, l'attaque tourne mieux également, donc franchement, il y a un bien meilleur visage du côté des Giants, et là aussi, c'est de bonne augure pour la suite. Et puis pour les Redskins, la défense commence à lâcher aussi parce qu'elle était très bonne en début d'année et on l'avait dit plusieurs fois. Mais là, elle commence à craquer aussi, mais c'est normal, quoi. Il n'y a plus rien de l'autre côté, donc ils sont quand même sollicités. Texans 21, Colts 24. Les Colts ont dominé ce match dans les airs notamment, et surtout ils ont décollé après un début de match difficile en mettant plus de rythme à la passe. Bon ajustement tactique en l'absence de Ryan Kelly au centre et avec un jeu au sol en galère, ils ont accéléré. Ça te semblait pertinent? Oui, encore une fois, en tout cas, on a retrouvé, ils se sont bien remis en question, on dira, après la débâcle offensive du côté de Jacksonville. Là, très clairement, il y avait des appels de jeu de la part de Frank Reich et de Nick Sirianni, son coordinateur, un peu plus, comment dire, inspiré. Même si, quand on a Andrew Luck, forcément, ça facilite un petit peu les choses. Après, si je peux me permettre, juste, ce qui m'a vraiment impressionné du côté d'Indianapolis, c'est aussi le niveau de la défense. Ils ont été capables de bien museler Lamar Miller, qui était pourtant très chaud depuis quelques semaines. La connexion entre Deshaun Watson et DeAndre Hopkins, a eu beaucoup de mal à se faire. Et même la ligne offensive de Houston, qui, était pas extraordinaire depuis le début de la saison, mais qui en tout cas était capable de bonnes choses, notamment depuis leur série de 9 victoires. Là, elle a clairement été mise en difficulté par cette défense des Colts. Et voilà, à côté de ça, Andrew Luck, même quand il était mis sous pression, arrivait à trouver la bonne passe, notamment à destination de T.Y. Hilton. Et ça a en effet permis à Indianapolis de trouver une forme de carburation et de maintenir systématiquement l'écart avec les Texans d'un point de vue tableau d'affichage. Ouais, non, tu l'as dit, la défense, Denico Autry, defensive tackle, 2 sacs. Vous connaissez peut-être pas forcément son nom, mais il va falloir commencer à l'apprendre. Denico Autry, c'est 5 sacs en 2 matchs. Darius Leonard, ça par contre, on le connaît, il a été énorme avec un sac, une passe déviée qui allait vers DeAndre Hopkins, justement. Et comme tu l'as dit, ils ont calmé le jeu au sol. Houston, sur les 6 derniers matchs, c'était 172 yards en moyenne par match au sol. Et sur ce dimanche, c'est 89 yards sur 25 courses. Donc clairement, la clé, en effet, était défensive. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle quand même pour Indianapolis. C'est cette défense qui est hyper surprenante cette année. Donc ils sont aussi en course pour les playoffs. Indianapolis, ça va être... il y a une belle course aux playoffs dans la FC là. Ouais. Les Browns 26, Panthers 20. En 5 semaines, Greg Williams a gagné plus de matchs avec les Browns que Hugh Jackson en 3 ans. Non, il l'a égalé du coup. C'est ça, ça fait 3. Et surtout, Baker Mayfield s'éclate, 18 sur 22, 238 yards, un touchdown. Il a vraiment l'air du meilleur quarterback de la QV actuellement. Bon, ça, je crois qu'il n'y a pas trop débat avec ce qu'on a vu et on va y revenir. Mais est-ce que l'élément principal, c'est pas que pour la première fois depuis très longtemps, les Browns sont quand même sacrément fun à voir jouer? Oui, en tout cas, ils ont du répondant, et offensivement, on continue de voir les promesses qu'on apercevait, on dira. C'est-à-dire que depuis l'arrivée de Freddie Kitchens en coordinateur offensif, et c'est pas la première fois qu'on en parle, mais voilà, il y a une ligne offensive qui est beaucoup plus solide, et du coup, on a un quarterback qui reste quand même fun à voir jouer, parce que c'était déjà le cas du côté d'Oklahoma, et voilà, il est capable de faire ce qu'il a à faire, et dans cette défense de Carolina, notamment cette défense contre la passe qui est en extrême difficulté depuis quelques semaines, je vais pas dire qu'il suffisait de se baisser, mais voilà, en tout cas, on l'a vu ne pas hésiter à tenter des passes profondes, des passes relativement risquées. Et c'est une très bonne chose pour Cleveland. Je sais pas si ça permettra à Greg Williams de rester à la fin de la saison, mais en tout cas, c'est sûr que
il y a vraiment un très bon visage, et offensivement et défensivement, d'ailleurs, si je me permets la transition, avec un Myles Garrett qui a aussi été énorme. Donc voilà, les vedettes de Cleveland qui avaient un petit peu de mal, on dira, à sortir d'une certaine torpeur sous l'ère Hugh Jackson. Là, en tout cas, ils s'expriment pleinement, et c'est une très très bonne chose pour Cleveland, qui est toujours mathématiquement qualifiable en playoff. Et tu l'as dit, il est surtout fun parce qu'il ose. Moi, c'est ça que je retiens de ce match. Il complète ses 7 premières passes, mais c'est pas des petites passes. Il y en a une de 66 yards et une de 51 yards sur les 7 premières qu'il complète. Donc c'est quand même sacrément fun à ce niveau-là. Et après, tu l'as dit, j'ai envie de dire que Kitchens a trouvé la bonne recette. On peut dire ça, ouais. Mais en tout cas, voilà. Et j'étais un peu sceptique sur lui en début de saison. J'ai l'impression qu'on voit un petit peu plus Jarvis Landry également depuis quelques semaines. Oui. On lui fait endosser beaucoup plus ce rôle de numéro 1 qu'il est censé avoir, et surtout ce rôle de receveur hyper mobile, capable d'être utilisé à la réception, mais aussi sur des tracés un peu jet sweep, comme ça a été le cas contre les Panthers. Et pour Carolina, 5e défaite de suite, et tu l'as dit, alors il y a la défense, mais Cam Newton est gêné par son épaule, et ça a l'air quand même de pas aller fort. Il a 265 yards d'une interception. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que Christian McCaffrey maintenant qui écope, et le bateau coule, quoi. Mais il est quand même un peu perdu, non ? Bah non, mais je te rejoins. C'est sûr que là, après 5 victoires de suite et 5 défaites de suite, pardon, et c'est sûr que ces dernières semaines, on pouvait se dire, bon, ils ont toujours une fiche positive, voilà, ils ont toujours leur spot en playoff, etc. Là, c'est sûr que sur un match où tu es à 6-6 et où si tu perds, tu te retrouves éjecté du top 6, là, qu'il n'y ait pas de réaction comme ça contre une équipe de Cleveland qui restait malgré tout prenable. Et la preuve, c'est qu'il y a 20 partout, il y a 6 points d'écart, assez tard dans le match, et les Panthers arrivent en zone rouge, ou en tout cas quasiment en position goal line quand ils sont menés 26-20. Et on se retrouve avec des décisions très curieuses. Alors, Cam Newton est sans doute gêné par son épaule, mais il y a des lancers que j'ai trouvé extrêmement curieux, des lancers qui étaient vraiment suralimentés, trop forts, alors que ces receveurs étaient largement accessibles. Mais ça fait 2 semaines qu'il en rate en plus, c'est ça le problème. Ouais, non, mais c'est pour ça. Alors, je ne sais pas si ce match à Tampa, ou si même précédemment le match à Pittsburgh a laissé des traces, mais ce Cam Newton qui était... qui pour les autres pouvait paraître un peu tête à claque, en tout cas un petit peu sûr de sa force, très confiant. Et j'ai l'impression que s'il est un peu moins dans cet état d'esprit-là, que justement lui offensivement est peut-être un de ceux qui commence à douter, et que si tu as ton quarterback justement qui d'habitude a cet état d'esprit-là et qui commence lui aussi à douter, ça fait peut-être dérégler la machine. Et en interne du côté des Panthers, c'est vraiment en délicatesse, et ça se voit des deux côtés du ballon, avec au niveau du pass pro, le pass rush également qui a été inexistant de nouveau, et ça c'est pas une habitude du côté de Charlotte. Il marche au moral, Cam Newton, c'est pas nouveau maintenant, et ça a l'air de continuer. Titans 30, Jaguars 9, 238 yards pour Derrick Henry, c'était le match du jeudi. Est-ce que la défense des Jaguars a abandonné aussi, ou alors est-ce qu'ils se sont juste fait un peu malmener? J'aime le un peu malmené. Un peu. Oui, un peu. Légèrement. Ils se sont fait légèrement secouer. Mais que te dire. Là, les Titans sont physiques, ils jouent encore les playoffs, ils avaient quand même plus de raisons d'être dedans et de malmener l'adversaire en l'occurrence. Oui, alors sûrement que du côté de Tennessee, il y a eu cette réaction d'orgueil dont je parlais la semaine dernière, après le match très très poussif qu'ils avaient proposé contre les Jets. Là, c'est sûr que sur un match de division en prime time, pour se remettre vraiment dans le bon sens, c'est le match dont ils avaient besoin, et défensivement, ils ont parfaitement éteint Leonard Fournette. Maîtriser Cody Kessler, qui n'était pas non plus la menace absolue, mais qu'offensivement Derrick Henry soit capable de leur marcher dessus comme il leur a marché dessus, surtout que Marcus Mariota fait quand même clairement pas un bon match, mais on avait l'impression que c'était end-off sur le running back, et puis après on voit ce qui se passe, quoi. C'est des soirées qui sont simples. C'est quand même un peu étonnant. On voit que le pass pro était pas performant du côté des Jaguars depuis le début de la saison, ce qui était déjà étonnant en soi. Mais alors que le run-stop se fasse laminer de cette manière-là, là il y a clairement un problème en interne du côté de Jacksonville, selon moi. Et je ne sais pas si le coordinateur Todd Walsh va sauter, mais il va y avoir des décisions clairement à prendre du côté de Doug Marrone, parce que là, il y a quelque chose qui s'est clairement cassé dans cette équipe. Et Tennessee reste dans la course au playoff. Buccaneers 14, Saints 28. Les Saints n'étaient pas bien du tout, 104 yards seulement à la mi-temps. Menés, bloqués, et ils terminent sur un 25-0 en 20 minutes. Il y a un punt bloqué notamment qui a renversé la vapeur. Et du coup, tout va bien. Ils reprennent leur route vers les playoffs, et voilà.
Ouais, alors on dira que c'est le deuxième match de suite où c'est un petit peu compliqué, mais c'est compliqué pour un peu tout le monde, j'ai l'impression, même pour les principales forces de l'AFC et de la NFC. Là, du côté de New Orleans, je dirais l'avantage qu'ils ont eu, c'est qu'ils tombent aussi sur une équipe un peu schizophrène des Bucks, qui est capable de très bien démarrer son match avec un premier drive voilà, facile entre guillemets de Winston, et puis une fin de match où en effet ça devient un petit peu plus pénible. Paradoxalement, et contrairement à ce qu'on avait pu voir tout au long de la saison, notamment au début, c'est la défense qui a vraiment sauvé cette équipe des Saints selon moi, avec notamment un Rankins et un Jordan qui ont été absolument énormes sur le premier rideau, et puis voilà, le run-stop des Saints qui s'est remis en action, qui a été capable de bien contenir le backfield offensif, et après ça a été beaucoup plus compliqué pour Tampa et New Orleans qui a fait les jeux qu'il fallait quand il fallait les faire, donc voilà, c'est une victoire un peu étriquée, mais c'est le genre de victoire qui met en confiance pour la suite. Heureusement que Tampa gagne pas ce match, parce que Dirk Cutter serait en train de sauver sa place comme un petit sournois alors qu'il doit sauter. Mais ils sont toujours en course pour les playoffs, hein, Tampa Bay. Hein. Ouais, quand même. Titre NFC Sud pour les Saints, deuxième année de suite. C'est le premier back-to-back de l'histoire de la franchise dans sa division. Chargers 26, Bengals 21. C'était un match piège. Les Chargers sont vite marqués de touchdowns avant d'être bloqués. Les Bengals font pas un mauvais match défensif. Est-ce qu'on met ça sur le compte d'eux? Ils les ont peut-être un peu pris de haut et puis ça va leur donner une leçon pour repartir de l'avant? Bah moi en tout cas c'est l'impression que ça me donne, c'est autant les Chargers sont assez solides sur des matchs chauds, autant sur des matchs qui paraissent à leur portée, notamment à domicile. C'est vrai que je les trouve un peu trop faciles par moment. Il y a eu cette victoire un peu pénible à domicile contre San Francisco au début de la saison. Il y a eu forcément cet accro il y a quelques semaines contre Denver dans un match qui était largement à leur portée. Et là certes ça gagne contre Cincinnati qui en effet avait beaucoup de problèmes notamment offensivement. Encore une fois, on dira que c'est le genre de match qui gagne. Il reste à une victoire de Kansas City, et s'ils battent les Chiefs jeudi, ça peut clairement changer la donne dans l'optique des playoffs. Des playoffs qui joueront, a priori, ils sont qualifiés mathématiquement. On va en parler, ouais. Mais ouais, enfin voilà, en tout cas, l'essentiel est là. Après, c'est clair que voilà, faut voir si les petites blessures diverses, notamment celle de Melvin Gordon, voilà, c'est des questions qui vont se régler assez vite, parce que et puis la question du mental en play-off, ça aussi ça va être à surveiller, parce que si on est capable de se mettre en difficulté sur des matchs comme ça, voilà, c'est une énigme à surveiller selon moi. Et les Bengals, bonne nouvelle, ont Joe Mixon, c'est la leçon de ce match en attaque pour eux. 49ers 20, Broncos 14, les Broncos qui retombent sur terre après quelques semaines d'espoir, pénalité, erreur, laisser le tight end d'en face gratter plus de 200 yards en première mi-temps, mener 20-0, ils ont tout fait à peu près. Les pertes d'Emmanuel Sanders et Chris Harris font mal évidemment. Je veux pas avoir l'air méchant quoi, mais les Broncos retombent un peu à ce qu'on attendait quand même, non? C'était un peu des faux espoirs, ce qu'on avait depuis 3 semaines. Ouais, alors j'allais dire, on a vu qu'il y a eu la blessure d'Emmanuel Sanders. Alors je suis pas sûr que ça conditionne tout, mais bon, est-ce qu'on n'a pas été dans un style de jeu un peu trop stéréotypé du côté de cette attaque de Denver, enfin contre une équipe de San Francisco qui a plus grand chose à perdre cette saison, qui révise ses gammes, on le sait, en vue de la saison prochaine, avec des joueurs qui tiennent aussi peut-être à gagner leur place. Là, en tout cas, ils ont fait une première mi-temps extrêmement aboutie, avec notamment un George Kittle qui a été absolument partout. Et alors, ça a été un petit peu paradoxal, parce que d'habitude, on avait une équipe de Denver qui était efficace contre la passe et qui était clairement exposée sur le jeu au sol. Là, ils se sont vraiment évertués, on va dire, à bien stopper le jeu au sol de San Francisco, qui est habituellement une force. Mais alors, ils se sont fait littéralement ouvrir par Mullens et Kittle au niveau du jeu aérien. Ils sont un petit peu revenus de par les appels de jeu un petit peu conservateurs offensivement de Kyle Shanahan. Ça m'a rappelé quelques souvenirs. Mais en tout cas, ça suffit pour San Francisco à se relancer. Et bon, c'est sûr que pour Denver, là, à mon avis, les playoffs, on peut oublier. Il faut souligner les progrès des Niners en défense. 15 pressions sur le quarterback adverse. Une belle progression au niveau de la ligne défensive de San Francisco. Ça fait partie des points positifs pour eux. Après, ils restent accrochés au premier choix de la draft grâce à la victoire des Raiders, puisqu'ils sont à la lutte. Donc c'est une bonne semaine pour les Niners. C'est-à-dire qu'à la fois ils gagnent, ils ont des satisfactions, et ils restent premier choix de la draft. Que demander de plus? Bills 23, Jets 27. Comeback dans le dernier quart pour les Jets grâce à Sam Darnold. Match avec des hauts et des bas pour les deux équipes, et les deux rookies évidemment qui étaient au centre de l'attention. Alors on va dire que Darnold a eu les hauts au bon moment, c'est-à-dire en fin de match. Oui, c'est ça. Alors c'est un match difficile à analyser. Honnêtement, je ne sais pas si c'est les Jets qui le gagnent ou les Bills qui le perdent.
Parce que très franchement, les Bills mènent, je crois, 20-13 pendant un moment. Et en gros, ils ont souvent passé le match à se saborder. Alors offensivement, la blessure de LeSean McCoy les a pas aidés. Et Josh Allen a beau être très mobile et être capable d'apporter une menace, et il est encore le meilleur coureur de son équipe. Parfois, c'est un petit peu limité. Ça limite un petit peu l'attaque. C'est plus, on parle moins de lui comme un coureur que Lamar Jackson, mais au final, pour l'instant, ça reste un projet à la passe et un mec qui court, donc c'est à peu près le même moule. Hein. Bah c'est ça. Alors après, ça reste un quarterback rookie qui a pas énormément de solutions, hormis Robert Foster. Donc je pense dès que son receveur préférentiel est pris, il doit se précipiter un petit peu pour essayer de sauver ce qu'il peut sauver. Mais et puis du côté de Buffalo, alors cette attaque en effet elle avance pas, mais on s'est aussi et surtout, je trouve, tiré une balle dans le pied sur l'équipe spéciale, avec notamment des excellents retours pour les Jets, notamment Andre Roberts, qui ont permis aussi aux Jets de bien se remettre dans le bon sens, qui leur ont permis d'égaliser. Et après, en effet, tu le disais, Sam Darnold qui a été précieux, bien épaulé par Elijah Maguire notamment. Et voilà, c'est une victoire à prendre pour les Jets là aussi, de bien se remettre en confiance après cette défaite un peu crève-cœur à Tennessee. Mais bon, il n'y a pas un énorme écart entre les deux franchises en l'occurrence. Non. Et puis, on va dire, on s'est fait plaisir avec la belle action de Darnold là, pour le touchdown de Robbie Anderson, c'était fun. Packers 34, Falcons 20, pas d'interception depuis 368 passes pour Aaron Rodgers, record NFL, et un beau match pour lui. Du côté des Falcons, ça a été plus compliqué, 13 pénalités pour 101 yards, un pick six, un fumble. Dan Quinn qui avait demandé de la discipline et de gagner la bataille des turnovers la semaine dernière, il a été servi. Ah bah là oui, tout était réussi là. Voilà, il y a tout eu. C'est un match entre deux équipes qui n'ont plus vraiment grand chose à espérer cette saison, donc on va peut-être pas faire longtemps. Mais attention Green Bay. Attention Green Bay. Ils sont relancés là. Ils ont un match de retard sur Minnesota. Ils reçoivent Détroit. Alors ils jouent à Chicago, ça va être un petit peu plus compliqué, mais. Alors il leur reste à Chicago, à Jets et contre les Lions. Ah, ils peuvent en prendre 2 au moins. Hein. Ouais, s'ils font l'exploit contre Chicago, ça peut faire 8-7-1 le bilan. À 8-7-1, je demande à voir. Mais bon, c'est sûr que, je le répète depuis le début de la saison, s'échelonner sur un match contre les Falcons où défensivement il n'y a rien, ou en tout cas pas grand chose. Tu le disais, gros problème d'indiscipline, et ce qui m'étonne un petit peu, c'est que même un Dion Jones qui est de retour, même lui est sujet justement à des flags un petit peu stupides. Donc c'est sûr que, puis bon voilà, offensivement, voilà, il y a 20 points pour Atlanta, mais il y a beaucoup de points qui ont été marqués dans le garbage time. Encore des appels de jeu poussifs de la part de Sarkisian, donc bon, pas grand chose. C'est un succès précieux pour Green Bay pour bien lancer l'ère Joe Philbin et voir éventuellement ce qui peut suivre en fin de saison. Alors, mais en parlant de lancer l'air Joe Philbin, il a grillé ses 2 challenges en 1 minute 04 chrono sur le début du match. C'est un record NFL. Félicitations à Joe Philbin, donc qui a contesté des trucs, je ne vais pas dire anodins, il n'y a rien qui est anodin dans un match, mais voilà, il a grillé ses 2 challenges. Il a lancé son mouchoir de challenge 2 fois en 1 minute 04 au tout début du match. Il a eu tort à chaque fois, il a grillé les 2. Et il voulait montrer qu'il était là. Voilà. C'est ça. Là, il s'agissait de rappeler que c'était plus Mike McCarthy, même si griller des temps morts tôt, c'était aussi une spécialité de Mike McCarthy. Donc je ne sais pas si c'était un hommage ou de se signaler, je ne sais pas. Cardinals 3, Lions 17. Oui, ce match a eu lieu et il y a des gens qui l'ont regardé, peut-être a priori, parlons-en. Un touchdown défensif et du jeu au sol, 101 yards à la passe pour Matt Stafford, plus petit total en tant que titulaire, un très vilain match. Les Lions ont quand même fait ce qu'ils avaient à faire, les Cardinals sont toujours très durs à regarder en attaque, très honnêtement. Il n'y a quand même pas grand-chose à tirer de ce match. Il y a un bon boulot défensif de Détroit, il y a aussi de la casse, ils perdent Ziggy Ansah et Dashon Henn qui sortent en cours de route, Rick Wagner sur la ligne offensive. Donc ils gagnent avec de la casse, mais c'est logique face à des Cardinals qui font quand même pas grand-chose, quoi. Ouais, peut-être souligner éventuellement que j'allais dire que la défense d'Arizona ça fait 3 en 15 secondes. À mon avis, on a tout dit sur ce match. Excuse-moi, j'essaie de trouver des trucs. Non, mais oui, la ligne offensive de Détroit était un peu moins poussive que d'habitude. Mais bon, en l'occurrence, ça se justifie pas vis-à-vis des stats de Stafford. Mais du côté de Détroit, c'est un bon succès à prendre, on va dire, pour la confiance, faute de mieux. Mais du côté d'Arizona, tout n'est pas réglé avec l'arrivée de Byron Leftwich en tant que coordinateur offensif, c'est sûr. La méthode coup est totale. On passe au top et au flop. Ton top de la semaine, Grégory.
J'ai eu un peu de mal à le trouver, mais bon, je vais aller quand même avec ce jeu miracle de Miami. Après, les matchs de 19h, la fin des matchs de 19h, en règle générale, le Chiefs-Ravens, c'était quand même, la fin du match était quand même assez hallucinante avec le fumble de Justin Houston, le field goal raté d'Harrison Butker, enfin, tout ce qui s'en est suivi. Voilà, il y a une série de rebondissements et voilà, c'était aussi très excitant à voir. Et puis, forcément, ce jeu de Miami qui sort de nulle part, ça a contribué à rendre cette soirée vraiment passionnante et particulière en l'occurrence. C'est vrai qu'on a eu une belle semaine cette semaine en NFL. Je tiens une mention spéciale pour les défenses parce que je ne l'avais pas mis mais on en a parlé beaucoup. On a eu une belle semaine défensive et ça fait plaisir après plein de matchs offensifs au début de l'année. Et sinon un double top, Tom Brady, 582 passes de touchdown, meilleur de tous les temps quand même. C'est sur saison régulière et playoff cumulés. Ce qui est quand même un peu logique au bout d'un moment, parce que sinon on fait toutes les stats sur juste la saison régulière. Et puis Amari Cooper, quand même, 40 réceptions, 642 yards et 6 touchdowns en 6 matchs à Dallas. Donc c'est quand même plutôt sympa. Et quand on disait que Dallas a gagné l'échange, c'est non seulement parce qu'ils ont payé un premier choix de draft, mais c'est que du coup ce choix de draft, il est en train de se casser la binette dans la hiérarchie, puisque du coup Oakland va récupérer un truc qui va être 26e choix, je crois, si on regardait l'ordre de la draft aujourd'hui. Donc non seulement, voilà, Oakland a vraiment perdu sur les échanges, au sens où je suppose qu'ils misaient aussi sur le fait que les équipes n'allaient pas avoir des bilans fabuleux et qu'ils allaient récupérer des choix de draft plutôt pas mal placés pour Chicago et Dallas quand ils envoient Khalil Mack et Amari Cooper. Et finalement, ils vont se retrouver avec 26 et 28. Alors tant mieux, c'est des choix au premier tour, hein, ça vaut quand même quelque chose. Mais c'est pas si haut qu'ils l'auraient pensé. Au final, c'est leur choix à eux qui va être le plus haut. Donc ils vont être deuxième pour l'instant. Le flop, Greg. Le flop, alors outre un petit flop gratuit qui concerne les célébrations à base de pause pour la photo collective qui commencent passablement à m'agacer. Ouais, c'est plus très original. Oui, ça, une fois, deux fois, c'était sympa, mais là, c'est un peu à toutes les sauces. Mais alors, mon gros flop, c'est pour Greg Williams quand même, parce que malgré la victoire de Cleveland, il y a quand même eu cet extra point avec l'offside de Dante Jackson qui, du coup, permet à Cleveland d'obtenir un flag. Cleveland qui, sur l'action, réussit le field goal, enfin en tout cas le coup de pied, et Greg Williams qui demande malgré tout à ce qu'il soit retapé et ça passe à côté. Donc voilà, malheureusement c'est typiquement Browns, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est mauvais choix qui n'a pas de conséquences fâcheuses pour les Browns, mais voilà, c'est juste pour la petite nomination. Moi, c'est pas vraiment un flop, c'est plus un soutien en l'occurrence. Le flop, c'est pour ce qui lui arrive, mais c'est pas du tout de sa faute. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien là-dessus, mais c'est pour Alex Smith, c'est plus du soutien. C'est qu'apparemment, donc, il a une infection qui s'est développée après sa fracture suite à l'opération. Il a été réopéré, si j'ai bien compris, 4, 5 ou 6 fois. Enfin, il est toujours à l'hôpital, donc c'est vraiment plus du soutien et c'est triste en fait. Ce qui lui arrive, les maladies nosocomiales et les rechutes, etc. C'est quand même. C'est souvent de la saloperie, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc on lui souhaite quand même un bon rétablissement. Il y a pas mal de sportifs qui ont connu ça. Je pense à Grant Hill, notamment le joueur de basket, alors qu'il n'était pas au même stade de sa carrière, mais qui avait eu des infections, surinfections comme ça, qui avait été quand même, qui avait mis énormément de temps à s'en remettre. Donc on espère revoir Alex Smith la saison prochaine. Pour l'instant, ça a l'air d'être compromis pour une reprise dès le début de la saison. On parlait d'une fracture du fibula, donc la fracture du fibula, ça peut vous arriver à vous ou moi, c'est quelques mois dans un plâtre et en théorie ça repart. Et là, c'est en train de dégénérer sur un truc qui est quand même beaucoup moins drôle. Donc voilà, c'était plus l'occasion de passer un message de soutien à Alex Smith. Je sais qu'il nous écoute, et évidemment, il parle couramment français. Je l'espère. Ne serait-ce que parce qu'on a créé l'échelle Alex Smith, il nous écoute. En plus, non mais voilà, on l'a beaucoup taquiné, mais on lui souhaite évidemment jamais de mal. Et voilà, et c'est toujours triste d'entendre ce genre de truc-là. Ça doit vraiment pas être drôle pour lui, pour la famille. Donc gros soutien à Alex Smith pour cette semaine. On passe aux questions. Les questions de la semaine, c'est parti. Grégory, avec une question de Bercy. Avec la défense et le coach dont il dispose aujourd'hui, les Bears n'auraient-ils pas pu être les Patriots de la prochaine décennie en draftant Mahomes plutôt que Trubisky l'an dernier ? Ouais, mais ça, c'est des. Le problème, c'est qu'on peut tout refaire comme ça. Si les Bears avaient drafté eux-mêmes Brady en 2000, ils n'auraient pas eu Rex Grossman en 2008 et ils auraient gagné. Oui. C'est sûr. Donc, et puis, si une autre équipe avait drafté Joe Montana et Jerry Rice, ce serait une autre équipe qui aurait gagné le Super Bowl que les Niners ont gagné, quoi. On taquine un peu Bercy, mais c'est vrai que du coup, on peut refaire l'histoire dans tous les sens comme ça.
mais évidemment, ce serait une meilleure équipe et il serait incroyable. Mais Trubisky, encore une fois, je l'ai souvent défendu cette année, mais c'est d'autres qualités que Mahomes. C'est un quarterback qui est un peu moins, on dira, explosif au niveau du jeu aérien, mais il a progressé par rapport à l'année dernière et peut-être que même si sa progression se fera de manière un peu moins spectaculaire, je demande à voir pour la suite du côté de Chicago. Là, il faut chercher quand même. Bon, il a d'autres qualités que Mahomes. Je veux dire, il fait mieux les pancakes, par exemple. C'est pas un meilleur quarterback, mais c'est du jeu mi-gestionnaire, mi-quarterback un petit peu spectaculaire. Enfin voilà, on l'a vu quelques matchs où il a réussi à prendre feu, à l'envoyer pour 300-350 yards. Mais voilà, après, il reste dans un jeu qui est principalement axé sur le jeu au sol. Donc, tout le monde n'a pas les qualités d'un Mahomes, ou en tout cas le style de jeu qu'il pouvait avoir à l'université. Question de Dop, Pete Carroll, coach de l'année. Point d'interrogation. J'attendais pas les Seahawks, et vous. Il s'en approche, il monte là. Oui, non, mais de toute façon, c'est très homogène, je trouve, au niveau du titre de coach de l'année, parce que c'est vrai que généralement, on le met à des nouveaux venus. Est-ce qu'un Frank Reich ou un Matt Nagy, par exemple, pour les coachs de première année, le mériterait pas? Est-ce qu'un Andy Reid le mérite pas en incorporant un Pat Mahomes en tant que quarterback, alors que Kansas City tourne pas mal? Est-ce que Sean Payton le mérite pas, vu ce que montrent les Saints depuis le début de la saison? C'est homogène. Encore une fois, c'est pas me jeter des lauriers. Depuis le début de la saison, je pensais que les Seahawks avaient quand même pas mal d'armes. Alors maintenant, c'est pas pour ça que Pete Carroll était censé réussir à assembler aussi bien les morceaux pour en faire en tout cas une équipe quasiment en play-off à 3 semaines de la fin de la saison régulière. Mais en tout cas, voilà, ça reste une équipe qui, malgré les pertes importantes de l'intersaison, avait un bel effectif sur le papier. Alors pour le coup, moi je l'étais pas du tout, je les mettais très très bas dans le power ranking, donc je serais le premier à reconnaître qu'ils m'ont agréablement surpris et j'aurais aucun problème à le donner à Pete Carroll. Ah oui, mais moi non plus. Moi non plus. Et si j'avais voulu faire une blague pourrie, j'aurais dit que j'espérais que Frank Reich termine pas 3e du vote, mais Tarsvelder, il y a plusieurs semaines, vous aviez parlé des nouveaux coachs et coordinateurs offensifs qui arrivaient à créer des systèmes offensifs, mais qu'en est-il des coachs chargés de la défense? J'ai l'impression qu'ils sont plus vieux, l'expérience prime-t-elle dans ce domaine? Quelles sont les tendances en défense, 3-4 ou 4-3, défense individuelle ou en zone, lorsqu'on est sur un first down tentative et long? Peut-on créer en défense comme on crée en attaque? Alors je vais surtout retenir la dernière, sur le point de vue tactique, pardon. Peut-on créer en défense comme on crée en attaque? Allez, t'as 2 heures. Non mais je trouve que c'est une très bonne question. Oui, bien sûr qu'on peut créer en défense comme on peut créer en attaque. On voit des matchs où les quarterbacks sont très souvent pris à défaut parce qu'en effet, on va brouiller un petit peu les cartes, on va demander à tel joueur un petit peu polyvalent d'utiliser un autre poste, de tourner un petit peu je parlais de Byron Jones tout à l'heure du côté de Dallas qui a été mis un petit peu en espion sur Zach Ertz et qui l'a fait déjouer. C'est bien la preuve qu'on a réussi à être un peu créatif du côté de Dallas. Donc le but du jeu, de toute façon, on le sait, c'est de créer des match-ups qui sont favorables. Rien n'empêche un coordinateur défensif de créer en effet des match-ups un petit peu innovants auxquels le quarterback adverse ne va pas s'attendre pour justement provoquer une perte de ballon. Donc, voilà. Et pour le coup, je prends l'exemple de Dallas. C'est aussi pour ça que je dis qu'à Pittsburgh, un Keith Butler n'est pas très inspiré parce que lui, à l'inverse, il tente de créer des choses mais qui sont un petit peu désastreuses avec des linebackers qu'on envoie en couverture et qui ne sont pas forcément sur des bons match-ups. Donc, mais oui, on peut parfaitement créer défensivement. Ouais. Question de Cal17 qui est revenu plein de fois. Pensez-vous que les Browns, dans leur état de forme actuel et la Grinta de Mayfield, peuvent espérer un bilan positif à l'issue de leurs 3 derniers matchs? Ce serait historique après tant de saisons dans les bas-fonds de la ligue. Alors je le dis, on a eu des tonnes de questions. Est-ce que les Browns peuvent encore aller en play-off? Est-ce que les Browns peuvent aller au bout? Est-ce qu'ils peuvent gagner? Il y a une fixette cette année sur les Browns. J'ai jamais vu ça. C'est une équipe qui est quand même de moyenne. On avait dit qu'un bilan équilibré, ce serait déjà bien. Moi, je pense pas qu'ils iront en play-off, non? Enfin, c'est pas le but de toute façon cette année. Non, encore une fois, il faudrait un gros concours de circonstances. Ils sont quand même à 5-7-1 là, à l'heure actuelle. Non, mais c'est ça, c'est très, très compliqué. Et puis il y a ce match à Baltimore quand même qui va pas être simple. Je disais que la O-line va un peu mieux, mais on a vu que la défense de Baltimore était quand même capable sur un gros match de mettre la pression. Donc je pense qu'au mieux, ils feront 7-8-1, ce qui me paraît déjà un bilan plus qu'honorable quand on voit le début de saison sous Hugh Jackson. C'est déjà super. Hein. Oui, mais ce sera une équipe à surveiller l'année prochaine. Après, les playoffs. Honnêtement, les playoffs cette année, pour faire quoi?
Moi, je pense Oui, c'est qu'au en mieux, ils plus, feront un hein. tour et ils s'en iront. Voilà, autant travailler les fondations. Et puis, si Greg Williams doit rester, au moins, ils s'appuieront sur ce qui a été fait pendant cette période-là. Mais playoff, je vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Quand on voit que les Bears, quand on voit comment les Bears et les Ravens réalisent leur saison seulement avec des bonnes défenses entre guillemets et un bon jeu de course en attaque, reconsidérez-vous vos choix de premier choix des London Marmite pour suivre Raoul dans son désir sadique de marcher sur la gueule de chaque équipe en se dressant devant vous amicalement, David Alberjo. Non. Merci, pareil. Non, parce que Chicago et Baltimore seront pas Bah, forcément favoris pour remporter le Super Bowl, en Bah, tout ils cas iront avec pas au Lamar bout. Jackson comme quarterback. Moi, je continue de penser que même si les Ravens peuvent avoir une chance d'être hyper dangereux en phase finale, et je les vois pas gagner le Super Bowl avec Lamar Jackson à leur tête. Bah, ils gagneront À l'heure un match, actuelle, pas- j'entends. Oui, non, mais eux ou Chicago, ils gagneront un match, pas deux en playoff, a priori. Hmm. Futur Hall of Famer ou pas? Question de Robin Hood. Alors attention, c'est oui ou non. Qui de la Legion of Boom? Oui ou non? Pardon. Ah oui, mais alors un Non, joueur mais- de la Legion non, of mais j'ai Boom. Est-ce qu'il y a voulu- des joueurs de la Legion of Boom? Après, c'est que Pardon. des joueurs, tu pourras dire oui. Thomas, Chancellor et Sherman, Genre- je pense quand même. Genre déjà Hall of Fame? Les trois? Ah, Thomas, pour moi, c'est Hall of Fame sûr. Chancellor également, quand même, parce que voilà, ça restait. Oh, il est large c'est- le Hall of Fame maintenant. Bah, attends, je suis désolé quand même. Alors, le Thomas, je pense que c'est un safety qui a marqué sa génération. Après, Ouais. Chancellor, moi, je suis un peu moins fan, mais c'est quand même un joueur hyper solide sur le terrain et c'est un joueur hyper emblématique du vestiaire. Voilà, c'est un joueur vraiment très costaud. Les deux safety, je pense que oui. Sherman, je sais pas, je suis un peu plus mitigé. Ouais, Ça a ouais. été une ou deux grosses saisons, mais je dirais potentiellement oui également parce que ça a été également un top corner de sa génération. Qui dans la deuxième dynastie des Patriots? Bon, bah, Brady, Gronk, Edelman? Edelman, je sais. Bah, Gronk, oui, forcément. Voilà. Edelman, je sais pas. Bah, si on j'ai- fait rentrer tout le monde, visiblement, comme c'est open bar. Hein. Non, mais moi, alors attends, moi j'ai une. Bon, définition- Edelman, non, comme ça, tu seras content. J'ai une Hightower, définition- peut-être. Oh, je sais pas s'il y a assez de Hightower, consistance sur McCourty. plusieurs années. Bah, je suis désolé, c'est des. Ça fait partie. Hightower, il est tout le C'est temps des blessé cadres, c'est des depuis piliers de quelques l'équipe. Hein. Ah, je sais pas, Hightower, ouais. c'est costaud. Après, moi j'ai une définition trop restrictive du Hall of Fame. Donc tu vas voir là sur les prochains, on dit juste oui ou non et tu vas entendre beaucoup Bah plus écoute, de noms de mon côté. Hightower, je te rappelle son action lors du Super Bowl Ouais, mais gagné c'est pas contre une Atlanta. action, c'est pas une action le Hall of Fame, sinon on y Non, met mais Malcolm Butler c'est aussi. le cadre d'une équipe qui va c'est le cadre défensif d'une équipe qui va plusieurs fois au Super Bowl et qui parmi un des Super Bowls fait une action décisive qui te permet de gagner. Je rappelle l'action décisive qu'il fait notamment quand il stoppe Marshawn Lynch sur la position Ouais, goal line ouais, lors mais du Super Bowl Je 49. sais pas, le Hall of Fame pour moi c'est la crème de la crème. Bon allez, oui ou non? Philip Rivers? Oui. Non. Russell Wilson? Potentiellement oui. Peut-être à voir à la fin de la carrière. Frank Gore? Oui. Oui. Joe Thomas? Oui. Oui. Tyron Smith? Oui. À voir plus tard. Vernon Davis? Non. Non. Jason Witten? Jason Witten, oui, bien sûr. Oui. Oui aussi. Fletcher Cox? Oui. À voir plus tard. En fin de carrière. Terrell Suggs? Terrell Suggs, bien sûr. Oui. Justin Houston? Potentiellement, oui. À voir s'il y a un titre un jour. Julius Peppers? Ah bah oui, Oui, il a les chiffres. Luke Kuechly? bien sûr. À voir à la fin de la carrière. Harrison Smith? Oui, quand même. C'est quand même un top safety, donc oui. Un coach qui n'est à voir à la fin de la carrière s'il a gagné quelque chose aussi, et un coach qui n'est ni Bill Belichick ou Sean Payton. Pete Carroll, Oui, Pete Carroll, oui. il y a un titre. Allez, En fait, tu ne rentres au Hall of Fame qu'avec un titre, apparemment. Ah bah c'est un sport où il faut gagner des titres aussi. Ah de bah temps oui, en temps, mais attends, quoi. t'as des mecs qui rentrent au Hall of Fame sans avoir de bague ou de... Ouais, mais alors, dans ce cas-là, il faut avoir cartonné à mort, quoi. Il faut avoir un MVP, il faut avoir un titre de joueur défensif, il faut avoir des records, il faut avoir des trucs, quoi. Moi, c'est la crème de la crème. Tu rentres pas... Ou alors, on fait une section VIP dans le Hall of Fame. Moi, je veux Donc, un un truc, Terrell Owens ne va pas au Hall of Fame, si je suis ta logique. Ah si, parce que Terrell Owens, il est genre top 3 sur les réceptions all-time, non? Ouais. Tu vois? Ah oui, Terrell Owens, il est top 3, il fait un énorme Super Bowl avec les Eagles, il fait des trucs. C'est pas des mecs j'ai été un bon mec pendant 2 ans et j'ai jamais joué une finale de conf, quoi. Moi, c'est ça le truc. Ouais. Faut qu'il y ait un peu des deux, quoi.
Ça mériterait un débat plus poussé, je pense. Oui. Allez, petite question pour terminer. Je vais pas mentir, je l'ai préparé un petit peu celle-là. Question de Grouic avec plusieurs i. Ça remonte à quand la fois où un sophomore a fait une aussi belle impression et était dans la discussion pour le titre de MVP? Le voyez-vous confirmer ces prochaines années? Donc on parle de Patrick Mahomes. C'est un petit quiz parce que du coup je l'ai préparé. Greg, les meilleures saisons de sophomore quarterback. Big Ben. Alors, Big Ben 2005, yes. 98.6 d'éval, je l'avais. Après, les autres... Tu disais quoi, Camille? Ah bah oui, Wilson, forcément, Camille. Alors, il y a Wilson. C'est l'année où ils vont au Super Bowl quand il est sophomore? C'est sa deuxième année. Bon, alors il y a Wilson. Et alors, il y en a quelques-uns très glorieux. T'as dit quoi, Greg? Jared Goff, non? Non. Alors, encore plus glorieux. Alors, je vais monter en puissance. Colin Kaepernick, en 2012, il va au Super Bowl, il est sophomore. Il y a déjà ça. Ouais, il fait que les playoffs, quoi. Ouais, il joue une mi-saison. Bon. J'ai dit que je montais en puissance. Derrière, il y a Peyton Manning, 99 d'éval, je crois. Non, Peyton Manning en 99, pardon, avec 7 drives de la victoire pendant la saison et déjà une bonne saison. Ensuite, on a Dante Culpepper en 2000, 33 touchdowns lancés et finale de conf avec les Vikings, quand même. C'était la finale de conf. Derrière, on a Dan Marino, 48 touchdowns, 17 interceptions, 108.9 d'éval et défaite au Super Bowl. Si ça, c'est pas de la saison sophomore des familles, quand même. C'est sa deuxième saison? Ouais. Et 48 touchdowns à l'époque, c'est pas les 48 touchdowns d'aujourd'hui. Et puis, évidemment, le plus grand, Kurt Warner, 1999, MVP de la Ligue, vainqueur du Super Bowl. Il était sophomore. Ouais. Il avait quel âge à cette époque-là? Je sais pas. Je saurais pas te dire, je l'ai pas sous les yeux. Il est passé par la NFL Europe, il me semble. Il est passé par la NFL Europe, mais dans les faits, il est sophomore. Oui, non, on est d'accord. C'est sa deuxième année dans la Ligue, mais... Alors attends, il est né en 71, donc quel âge ça lui donne en 99? 28. Ah ouais, c'était un vieux sophomore. Ah bah oui, parce qu'il est drafté par les Packers, il est non drafté en 94 et il se retrouve à Saint-Louis après en 98. Ouais, bon, officiellement. On va rien dire Alain parce que c'est sur Saint-Louis, mais quand même. Non, mais c'est un faux sophomore, mais celui à retenir évidemment c'est Dan Marino avec les 48 touchdowns et les 108 d'éval à l'époque, donc c'est dans les années 80, donc c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait les stats, elles n'ont pas tout à fait la valeur qu'elles ont aujourd'hui. Le match du jeudi, Chiefs-Chargers, très très beau match du jeudi. C'est le dernier en plus de la saison, c'est le dernier match du jeudi. Donc si vous avez envie d'avoir l'air défoncé au boulot un vendredi, c'est votre dernière occasion. Je tiens à le préciser. Donc le match du jeudi entre deux équipes qui sont tout simplement en tête de la conférence AFC avec le même bilan de 10 victoires. Non, je dis une bêtise, avec 11 victoires, 2 défaites pour les Chiefs et 10 victoires, 3 défaites pour les Chargers. Les Chargers donc peuvent... Alors attendez, oui, je voulais juste être sûr, les Chiefs resteraient devant dans la conférence à la faveur de leur bilan de division s'ils perdent ce match. Donc les Chargers, même s'ils gagnent, ne reprendront pas la tête de la division et de la conférence. Mais quand même... 9 défaites de suite pour les Chargers contre Kansas City. Il y a une incertitude au sol. Austin Eckler est touché à l'épaule. Melvin Gordon a été absent des derniers matchs. Normalement, il y a une chance de jouer. Victoire des Chiefs 38-28 cette saison en match d'ouverture. Les Chargers se sont solidifiés quand même en défense depuis. Est-ce qu'ils peuvent limiter les Chiefs et suivre le rythme? J'ai envie de dire, Baltimore a montré un petit peu l'exemple de ce qu'il fallait faire en mettant une pression incessante à Mahomes malgré la bonne ligne offensive de Kansas City. Est-ce que les Chargers sont capables de le faire? En tout cas, ils ont un tant soit peu de matériel pour, notamment forcément les exemples habituels Bosa et Ingram sur l'extérieur de la ligne défensive. Après, au match aller, ce qui les avait vraiment enquiquinés, c'est Tyreek Hill, qui leur avait notamment inscrit plusieurs touchdowns d'entrée sur la tronche. Il faudra vraiment voir comment ils vont être capables de le marquer efficacement sur ce match-là et surtout savoir si le receveur des Chiefs sera bien remis de son petit pépin au talon. Mais défensivement, en tout cas, je m'inquiète un peu pour cette équipe de Kansas City qui est capable de prendre des points. En effet, au niveau du jeu au sol, il y a des manques dans cette équipe de Los Angeles à l'heure actuelle. Je ne sais pas trop où on en sera pour Melvin Gordon. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ils sont capables. Je crois que c'est la pire équipe en termes de yards encaissés depuis le début de la saison. Ce qui est quand même pas une petite performance quand on sait qu'il y a des équipes comme Tampa ou Atlanta qu'on fait mieux, moins bien en l'occurrence. La compétition est relevée en effet. C'est ça. Donc là, contre Philip Rivers, ça s'annonce assez accroché. Donc il faudra très clairement que l'attaque suive le rythme selon moi. Et par rapport aux interrogations que j'évoquais, ça va peut-être pas être une mince affaire et ça va être un match très accroché, je pense, un peu plus qu'au match aller.
Ça peut être un match offensif assez fun à suivre. Ton pronostic? Le mec qui fait semblant d'hésiter pour dire Chiefs. Non, franchement, j'hésite vraiment à mettre les Chargers, mais je vais dire Chiefs. J'y réfléchirai d'ici jeudi, mais je dirais Chiefs quand même. Allez, Chiefs pour tout le monde. Petit 2-minute warning pour terminer avec seulement 2 questions, Grégory, 2 questions d'importance. Jim Harbaugh a annoncé qu'il restera à Michigan. Est-ce que tu penses qu'il reviendra l'an prochain en NFL? Je lui laisse 2 ans. 2 ans. Et qui sera le quarterback titulaire des Jaguars l'an prochain, puisque Blake Bortles ne serait plus dans les plans de la franchise. Joe Flacco. Ça pourrait être pas mal ça. C'est comme ça que se termine l'épisode 270 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics. La preview ce sera avec Raoul et Raphaël. Les pronostics ce sera le jeudi aussi, je m'embrouille. Et dimanche le fauteuil avec un invité mystère dont vous avez tous deviné le nom dans le fauteuil de dimanche dernier. Je vous laisse vous y référer et je vous invite à aller sur le replay du fauteuil parce qu'on s'est bien marré. On a parlé des meilleures arrestations de l'histoire de la NFL. Et il y avait du très lourd. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On. Attention, pas de soirée ce dimanche, mais on reprend les soirées le dimanche d'après et on se retrouvera probablement début janvier et début février, les mardis soirs pour des enregistrements en public. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Il y a notamment Floriders, Danton QB et Pantoufle qui se sont ajoutés cette semaine, Swauf 99 aussi si je ne dis pas de bêtises. Je regarde les dates, voilà. Merci à eux et merci à Floriders au passage. On a bien reçu l'alcool, merci à toi. N'hésitez pas à nous envoyer vos alcools, nous sommes toujours évidemment preneurs. Alors je le dis, j'ai même pas encore ouvert le carton, je l'ai ramené et on va ouvrir ça juste après l'émission. Mais merci beaucoup à Floriders pour l'envoi. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Camille. Toujours un plaisir et bonjour à Danton QB alors. Ben oui, bonjour à lui. Mais les pseudos de nos auditeurs sont toujours les meilleurs. On salue Fidel Gastro parce qu'il me vient à l'esprit par exemple, mais qui doit bien s'entendre avec Danton QB du coup. Oui, je pense aussi, oui. Allez, merci beaucoup Greg, merci Camille pour nous suivre. touchdownactu.com bien sûr, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @touchdownactu en entier. Les comptes Twitter perso c'est @Yellow Radio ça pour Greg, @Camille Saraben pour Camille, @Alain Mattei pour moi-même, même si je ne le mets plus beaucoup à jour de toute façon, donc ça ne sert pas à grand chose de me suivre, je vous le dis tout de suite. On se quitte en musique, on vous dit à jeudi pour la preview, à dimanche pour le fauteuil. Très bonne semaine à tous, ciao.